Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant. Ce qui, pudiquement, signifie « avant les événements ». Il aura fallu ce choc décisif pour réveiller le dormeur que j'étais, passer de l'enfance à un âge bâtard qui n'est pas non plus l'âge adulte. Pour me désapprendre. Sauf à de rares moments privilégiés qui l'ont laissé furtivement entrevoir à nouveau, je n'ai plus retrouvé cet état béatifiant fait de lumière, de liberté, de vacuité, que m'a procuré mon enfance. J'ai gardé aux confins de ma mémoire le vague de ces terrains où se jouèrent les rêves de ma jeunesse. Je suis né sur les rives de la Méditerranée, dans un pays étrange et désormais étranger qui va du désert à la mer, de cette immensité-ci à cette autre immensité, sur une terre enfantée dans le tragique bien que bénie et fréquentée par les dieux que tout au long de l'histoire les hommes se sont disputés. Le regard froid et sans détour des statues restées là-bas ne me démentirait pas. Il suffit pour s'en convaincre, de penser à tout ce qui s'est joué et se jouera encore sur ces terres marquées par les civilisations anciennes, où tant d'ethnies se sont croisées pour se mêler parfois, de Tipaza à Carthage en passant par le pont romain de ma grand-mère. Je vois quand on en parle, s'allumer dans les yeux de ceux qui n'ont pas connu ce pays, une manière d'envie. Ils soupçonnent avec raison qu'il y eut là une vie particulière, des moments à part arrachés aux agendas, à cette temporalité occidentale frelatée et accélérée, dont ils n'ont qu'une vague idée, dont le souvenir est incommunicable. Qu'ils soient résistants, anciens combattants ou anciens élèves, ceux qui ont fait partie d'un groupe connaissent cette impression. Qui n'a pas partagé leur aventure reste à jamais un étranger. L'essentiel est dans la familiarité, dans l'immédiateté des choses, les rochers de Fontainebleau, les galets à Étretat, les figues de Barbarie là-bas, et plus proche, plus touchant, le portail de la maison, la poignée de la porte, les habitudes, d'un pays, d'une région, d'une famille, les noms et les regards des gens. Derrière des murs hérissés de tessons de bouteilles s'ordonnaient des jardins, fleurissaient des parterres, mûrissaient des fruits, comme en secret. Ces jardins laissaient libre cours à l'exubérance de la nature qui explosait dans sa brutale arrogance, son innocente insolence. J'ai rêvé en longeant ces murs qui laissaient subrepticement échapper les senteurs subtiles de fleurs, pas même entrevues mais devinées avec certitude. L'air s'alourdissait d'odeurs de fruits gavés de soleil, absorbés dans l'aboulique accomplissement de leur maturation. Dans les ruelles chauffées à blanc, à l'heure où le soleil sent le goudron fondu, où les bruits se font plus feutrés, ouatés, dans ces ruelles dépeuplées par la chaleur du début d'après-midi quand elle est la plus forte, on pouvait voir se faufiler tel un fantôme bienveillant le haïk d'une femme attardée dont le hadjar brodé ne laissait connaître que la beauté furtive des yeux de velours noir agrandis par le col. On entendait résonner quelques rires sous la voûte de l'entrée des apostrophes. Une maison mauresque dont la lourde porte entr'ouverte laissait apercevoir un patio rafraîchi par une fontaine. Des épluchures traînaient dans le caniveau souillé d'immondices. Une gargoulette, la panse entourée d'un linge mouillé pour la rafraîchir, attendait sous un porche, oublié, des chats faméliques rasaient les murs. C'était l'heure, celle où la ville indolente s'anéantissait mollement dans les douces torpeurs méridiennes, que ma mère choisissait pour prendre une calèche et aller voir une amie. On part ? Oui, on va chez Di Meglio. Chic. On prend une calèche ? Plaisir partagé, doucement alangui sur la banquette en moleskine rouge, du balancement de la calèche, des sabots qui résonnent dans la désolation toute momentanée d'une ville assoupie, du fouet qui claque, du caléchier qui chante tout seul devant nous, et mène son attelage comme s'il était celui d'un roi. Le cheval, lui, se contente de répandre ses boulettes de crottin fumant sur le goudron. Remonter la rue Georges Clémenceau en direction de la porte de Constantine, on aperçoit les casernements. Peu après la maison du colon, après avoir traversé la place des Chameaux où trône la statue du troisième zouave avec pour devise qui s'y frotte s'y pique, on tourne à droite, vers la mosquée et le mont Plaisant au flanc du Djebel Bouyala, en jetant un coup d'œil sur les superbes palmiers des allées barreaux qui conduisent au stade. Quand on monte à pied de ce côté, on passe devant la médersa. Les enfants, sous la houlette du taleb armé de la menaçante férule, rabâchent leur sourate en se balançant, on entend leur psalmodie par-delà les murs. Ils ignorent qu'en Mauritanie, dans la merveilleuse cacophonie des médersas en plein air, d'autres enfants, dans ce même balancement venu du fond des temps, psalmodient les mêmes versets et apprennent à lire et à écrire les lettres sacrées sur des tablettes de bois, à l'aide du bon vieux calame. Mais eux les rincent quand ils les connaissent par cœur car l'eau qui contient cette écriture sacrée ne doit pas être perdue,
elle doit continuer son travail de sainte nourriture à l'intérieur du corps, on la boit. Le monde est bon à vivre quand il se rétrécit au plaisir d'un instant, à l'espace restreint d'un lieu provisoirement vôtre. Le monde est bon à vivre dans les plaisirs sains des sens endormis, dans la prise en charge provisoire d'un voyage, dans les limites d'un temps accordé, dont on s'empare avec délectation. Le soir, quand les oiseaux se disputent pour trouver la meilleure place, à l'heure où les martinets piaillent comme des gosses pendant la récré, quand la lumière s'apaise, les rues, les longues arcades ombragées soutenues par de solides piliers carrés au piédestal éclaboussé par le pissa des chiens errants se repeuplaient. Chacun, toute génération confondue, à l'heure de l'inévitable anisette et du sirop d'orgeat pour les petits, descendait ce grand goulot qu'était la rue nationale débouchant sur la place marquée superbement entourée d'une balustrade en marbre blanc du fil-fila dont on disait qu'il était aussi beau que celui de Carrare. On l'arpentait de long en large en s'interpellant pour se raconter les nouvelles de la journée. Étrange habitude que les Philippevillois appelaient « faire la place ». L'origine est dans la coutume espagnole du paseo. Faire le paseo, c'est faire le boulevard, comme d'autres s'assoient sur le pas de la porte pour discuter avec leurs voisins en prenant le frais. Le cœur de la ville battait sur cette place, juste avant le port ouvert sur le monde. Les policiers, maniant leur bâton blanc comme un chef d'orchestre le ferait de sa baguette, vociféraient et sifflaient, ridiculement perchés sur leur petite estrade plantée au centre des carrefours, quasiment inefficaces mais persuadés de leur autorité conférée par le bâton, les gants et le képi. Miraculeusement, la circulation désordonnée ne les renversait pas. Les jeunes filles en robe légère se laissaient héler avec une feinte indifférence par les garçons qui portaient leurs vestes négligemment jetées sur l'épaule ou par ceux, plus chanceux, qui faisaient pétarader joyeusement leur lambretta. Plus tard ce fut au tour des jeunes appelées de lorgner les descendantes des Italiens ou Espagnols au teint de brugnon bien mûr et à la cheville fine. Le 2 novembre, les chœurs vaillants mandatés par le curé de la paroisse, fiers de leurs brassards aux couleurs de la France, vendaient le bleuet dans les rues comme on vend aujourd'hui le petit ruban rouge pour le sida. Venait le temps des cannes blanches qui ornaient les boutonnières des généreux, qui avaient mis leur obole dans les troncs en fer blanc pour secourir les aveugles. On prenait l'apéritif dans l'un des grands cafés autour de la place ou au sport nautique, dont la buvette était décorée de girandoles multicolores. Dans ce petit port de plaisance, le faséillement des voiles en ralingue et les clapotis de l'eau qui venait tourler le sable d'écume blanche chaque fois qu'un marin plus ou moins expérimenté dérangeait en accostant sa masse grasse bleuie par les résidus des bateaux, se faisait avec douceur l'écho des bavardages inutiles, comme une antienne profane. Parler était important, Marseille n'est pas si loin, et l'on ne s'en privait pas. Échange. Et méchouis sacrificiels comme des oblations rituelles aux dieux de la vie. Il arrivait qu'on poussât la promenade un peu plus loin, là où les balancelles arrivaient de Djerba chargées de gargoulettes. Quand plus tard, je suis allé à l'autre bout de la chaîne à Djerba, j'ai retrouvé mes gargoulettes, les mêmes, qui m'attendaient. À Djerba, tout avait d'abord paru fade après la somptuosité du désert découvert une semaine auparavant. Dunes dorées, qu'aucun oya ne contient, comme petits fours cuits à point. La lenteur des chameliers, l'apparente paresse des hommes d'un sud entre-découvert semble une incomparable liberté. Même pauvres, ils ne sont pas tristes. Dès leur premier regard sur le monde, ils sont riches de la lumière et de la chaleur qui les éclaire et les réchauffe. À quoi répondent la lumière qui les illumine de l'intérieur et la chaleur de leur regard. Leur roublardise me touche et m'amuse, même si elle m'irrite quelquefois. Le vent soufflait fort et dru dans les palmiers. Les parasols de l'hôtel fabriqués artisanalement à partir de palmes séchées s'épanouissaient agréablement sur la plage. La saison des dattes approchait, et les palmiers se couvraient de lourds régimes de fruits blonds déjà sucrés. Tels des femmes enceintes, ils attendaient d'être libérés d'un poids qui se faisait plus pénible chaque jour. Les touristes en mal de soleil le reste de l'année s'alanguissaient sur le sable, ramollis par la chaleur, écrasés par la lumière. 2 jours de tempête avaient recouvert le littoral d'algues qui faisait comme un rempart rendant impossible l'accès à la mer. On en enlevait chaque jour de pleine charretée. Vu l'ampleur des dégâts, il faudrait bientôt en arriver plutôt que de continuer à tenter d'évacuer cet amas noirâtre, à le recouvrir de sable pour l'enterrer. Peu de gens savent rester vivants par une telle chaleur, et tous étaient anéantis de fatigue alors qu'ils ne faisaient rien. Ne rien faire, seule ressource de ceux qui ne sont pas habitués au soleil.
La veille, pour aller visiter le marché d'Umtsuk, il avait fallu s'entasser dans un autocar au demeurant original, en tout cas très couleur locale, dans le style de celui que nous empruntions à Philippeville pour aller à la plage, peut-être un peu plus déglingué. 1h30 de transport, debout, dans la chaleur et l'inconfort, au milieu des enfants excités, des poulets apeurés et des femmes aux conversations agitées et interminables, c'est dépaysant. Le charme de la petite ville avec ses placettes illuminées par les inflorescences des bougainvillées, ces femmes que le costume traditionnel et le chapeau à large bord font ressembler à des péruviennes, la halle aux poissons à la criée et la merveilleuse cuisine précédée de l'inévitable anisette, chez le chef Cassen, avaient heureusement su nous faire oublier nos aventures de transport bien qu'il ait fallu au retour persuader un chauffeur de taxi d'interrompre sa sieste. La petite ville de Midoun est moins frelatée, et dans ces échoppes plus rustiques sans étalage pour touristes, qu'on découvre avec un peu de patience, on retrouve les odeurs des métiers d'autrefois. Il faut y aller après le marché, quand les touristes ont réintégré leurs hôtels. Les rues sont plus calmes, les gens plus enclins à la discussion, les sourires moins commerciaux. La rencontre véritable devient possible. C'est là que je les vis, les gargoulettes. Pas de doute, c'étaient bien les mêmes, ces gargoulettes fabriquées aujourd'hui encore dans les ateliers de poterie de Guelala, qu'on voyait arriver dans le port de Philippeville, sur les balancelles croulant sous leur poids. De toute taille, brutes ou typiquement vernissées d'un vert céladon, avec de petits cratères plus sombres laissés çà et là par le feu comme bulles éclatées. Les Iliens s'en servent pour pêcher le poulpe ou cuire un agneau parfaitement moelleux. À Djerba, l'île du mythique fruit de miel qui ôtait à qui y avait goûté toute envie de rentrer en son pays ce loto qui envoûta Ulysse, on dit que l'air est si doux qu'il empêche de mourir. Petits bouts de cailloux semés sur la mer, bateaux de terre propices à l'imagination, oreilles de terre où la mer murmure des secrets faits de naissance et de mort, de naufrages et d'engloutissements, de cataclysmes, de civilisations et de trésors perdus. Les Phéniciens, grands conquérants qui sillonnaient les mers, abordèrent ici les premiers, apportant la pourpre royale et la poterie. Je suis né sur l'autre rive de la Méditerranée, dans l'ancienne Numide, à Philippeville, redevenue Skikda du nom d'une des montagnes qui la dominent, l'antique Rusicade, nom d'origine punique donné à la ville par les Romains. C'est sans doute Madame Chouat, sage-femme de son état, qui m'a mise au monde comme elle l'a fait aussi longtemps qu'elle a pu pour tous les Philippevillois. J'ai pris mes cours de gymnastique dans le théâtre romain du IE accent aigu M siècle où était construit le lycée de jeunes filles, couru sur ces gradins qui ont dû accueillir les postérieurs de dignes citoyens romains et vibrer de leurs cris. Cela n'est pas commun et vous laisse au cœur un amour respectueux pour les vieilles pierres. Nous avons puisé notre sève aux racines de l'Antiquité. Tout un monde que nous avions à portée de main. Cela nous semblait naturel. Rome est ici, disait Eugène Delacroix à propos de l'Afrique du Nord, Rome n'est plus dans Rome. Si les Arabes nous appelaient les Roumis, les Romains, ce n'était pas innocent. Selon Gilbert Attard, dans son ouvrage Archéologie de Philippeville, le toponyme Rusicade viendrait du phénicien Ru, Cap et Cicada, cigale. Il aurait évolué après bien des déformations dues au hasard de la phonétique, à l'arabe Ra, Cap, Skikda. La ville fut, au IIe siècle avant notre ère, avant l'occupation romaine, un comptoir phénicien. D'autres origines sont proposées, Rusicade pourrait signifier Cap du phare. Qu'importe. Séduite par la poésie de ce Cap des Cigales, je m'en accommode volontiers. Les armoiries de Philippeville font la part belle à ces cigales. Elles sont en effet d'azur, à une clé d'argent en pâle, surmontée d'une cigale d'or et accostée de deux autres de même. La clé symbolise le port qui ouvrait la voie de la province. Les cigales d'or parce que, précisément, en 1858 les cigales passaient pour être la traduction de Rusicade. À la base, une branche de laurier et une de myrte fleurie en offrande à Vénus, patronne de Rusicade. Un ruban vert autour de la colonne porte la devise de Quinte Curse Rufus, Laborem honorem que fati nostri pignora habemus. Le travail et l'honneur sont les gages de notre avenir. Selon Émile Lederman, à Philippeville en 1935. Une devise que nos ancêtres défricheurs n'ont pas démentie. Une inscription sur une plaque provenant d'une stèle en marbre, d'Emelius Ballator, qui doit encore se trouver au musée du Louvre, montre que la ville était dédiée à Vénus. On y peut lire Genio coloniaeveneria,
RUSICADEAUGUSTO, Sacrum. Consacré au génie auguste de la colonie de Venus, RUSICADE. Après la chute de Carthage, après l'occupation par Jugurtha, après la victoire de César à Thapsus en 46 AV. JC, la Numidie tout entière passa sous contrôle romain et Rusicade, qui avait pour port Stora, devint le débouché sur la mer de la Grande Cirta, Constantine, l'ancienne capitale numide. Philippeville fut toujours liée à Stora, lieu le plus abrité de ce golfe de Numidie ou golfe de Stora. En arrivant par la route de la Corniche tout en lacet, avec ses tunnels creusés dans le roc, on découvrait la baie et ce petit joyau de village niché au creux de la montagne face au cobalt de la mer. Chez nous, nul n'aurait su ignorer la mer. Quand plus tard, le maréchal Vallée fonda Fort-de-France qui deviendra Philippeville sous le parrainage de Louis-Philippe, il le fit sur les ruines de Rusicade, détruisant une grande partie des restes romains, utilisant entre autres pour ses travaux les pierres du Grand Cirque. À l'époque, on distinguait une basilique, des temples, des thermes, un temple dédié à Vénus à l'emplacement du théâtre et du palais de justice, une fontaine de marbre qui gît désormais sous la place marquée, des citernes. La ville, bâtie dans le lit de l'Oued Saf-Saf, Thapsus en phénicien détourné, dégringolait entre le massif du Beni Mellek et le mont Skigda, à l'est de la ville, dans le prolongement du Djebel Adouna. En hébreu Tsaf-Tsaf signifie arbre au bord du fleuve. Là se faufilait la rue nationale et ses rues adjacentes tirées au cordeau, tout le reste n'étant de chaque côté qu'escaliers et lacis de venelles escarpées dont les gamins dévalaient les pentes raides à califourchons sur des caricos, skateboards avant l'heure. De simples planches munies de roulements à billes comme on en voit dans tous les pays pauvres. La vie était douce dans cette ville où, dit-on, Scipion vint chercher refuge. Au 1er siècle, Pline écrivit « Oppida, Colo, Rusicade et ABOXLVII Monsieur Passum in Mediterraneo Colonia Cirta ». Soit, ville, Colo, Rusicade et à 48 000 pas en pénétrant à l'intérieur des terres, Constantine. Je suis né dans l'un des États de l'antique barbarie, au nord de l'Afrique, en Algérie, dans ce pays où au temps de l'occupation française, le niveau de vie était inférieur de 20% à celui de la métropole, mais disait-on pour l'honneur peut-être, le niveau d'instruction d'autant supérieur. Manque de modestie ? Ou lucidité ? Le dimanche, jour où les pauvres bien habillés se sentent un peu riches, nous réveillaient au cri de « Dimanche matin », qui remplaçait les cris des matins de semaine. La DIPE accent circonflexe CHE, annonçant le quotidien, la dépêche de Constantine, ou le journal d'Algérie, vendu par les Yaouled. Yaouled qui désigne les petits vendeurs de rue et la contraction de l'interjection arabe Ya. Ouled. Et gamin. Et petit. Arcades et rues étaient envahies par les vendeurs de journaux et les petits cireurs qui astiquaient en crachant avec ardeur sur les chaussures pour les faire briller. Siri Msiu, disait-il en posant d'autorité leur caisse en bois devant vos pieds. Je mettais mes habits du dimanche et nous allions au temple, ma mère et moi d'abord, car ma mère faisait le catéchisme aux enfants qui allaient à ce qu'on appelle chez les protestants, l'école du dimanche. Mon père nous rejoignait un peu plus tard pour le culte où nous chantions tous trois les cantiques, à pleine voix, par cœur, ma mère droite comme un i, les yeux refermés sur sa piété inébranlable. À la sortie nous passions à la pâtisserie acheter des gâteaux à la pièce. À chacun sa préférence. Un millefeuille ou une religieuse au chocolat pour papa, plus exactement un millefeuille et une religieuse, une tartelette aux fraises pour maman et un éclair au chocolat pour moi. Et l'on rentrait en veillant à ne pas renverser la boîte. Ma mère était pieuse, de cette foi qu'on dit du charbonnier sans qu'on ait jamais demandé son avis à un quelconque charbonnier. Tous les soirs elle nous lisait la Bible à haute voix puis, également à haute voix, faisait une prière que mon père et moi écoutions sans rien dire avec une feinte dévotion car le trop sérieux de ma mère nous amusait. Notre Père qui es aux cieux. Chez nous protestants on tutoie Dieu. Il arrivait que pour une bêtise, nous troublions l'instant sacré d'un fou rire qui n'avait rien d'irrévérencieux et ma mère se fâchait un peu avec les yeux. Elle lisait dans sa Bible de mariage généreusement soulignée, et déformée un peu plus chaque année par toutes sortes de cartes comme en distribuent les enfants à l'occasion de leur confirmation. L'après-midi nous passions à la boutique minuscule de l'arabe qui, assis en tailleur, penché au-dessus d'une énorme bassine de friture, cuisait des SFNDJS, des F taillés,
des beignets fragiles en forme de petites couronnes qu'il façonnait délicatement entre les doigts avant de les jeter dans l'huile bouillante d'où il les ressortait dorés à point à l'aide d'un vulgaire crochet en ferraille, peut-être une aiguille à tricoter. Dans mon esprit il était cul-de-jatte. Je n'avais jamais vu de lui qu'un tronc émergeant de sa lucarne, comme les premiers speakers à la télévision. 20 centimes le beignet, qu'il trempait dans le sucre avant de nous le tendre enveloppé dans un morceau de papier blanc plié que le beignet maculait de graisse, et nous nous mettions avec gourmandise du sucre plein les babines. Je crois que son échoppe a été plastiquée pendant les événements. Nous apportions des provisions à Olympe, une femme un peu vieille qui était pauvre. Elle ressemblait à l'Olive de la bande dessinée et devait avoir les jambes poilues. Une ombre de moustache ombrait sa lèvre supérieure avec à la commissure un gros grain de beauté noire et un beau poil dessus qui me faisait loucher. Mes parents disaient que c'était une brave femme, et je suis sûre qu'ils ajoutaient qu'elle avait du mérite. Méritait-elle la pauvre vie qu'elle menait ? Je l'aimais bien car je n'avais aucune raison de ne pas le faire, sinon que je m'ennuyais un peu chez elle, surtout le dimanche. Je m'en souviens peu. Le soir on allait à la Marinelle, manger des moules, des haricots de mer. En France on les appelle des tellines, sautés à l'ail et au persil. Il n'y a rien à manger dans ces minuscules coquilles mais on se lèche le bout des doigts tellement c'est bon. Ou de ces zoophytes échinodermes vulgairement baptisés oursins. Les premières grosses gouttes des averses poussiéreuses de septembre arrivaient avec la recrudescence automnale du paludisme, quand mon père recouvrait mes livres de classe avec du papier bleu comme de l'encre. Il collait, bien au milieu de la couverture de papier kraft bleu, une étiquette entourée de rouge, sur laquelle il écrivait soigneusement mon nom de son écriture appliquée, avec plein et déliés dessinés à la plume sergent-major et à l'encre violette. Mon père et moi, nos deux têtes appliquées rapprochées sous le lustre, lui couvrant les livres, moi y découvrant les mystères de l'année à venir ou rangeant méticuleusement mes crayons de couleur dans la trousse de cuir rouge pendant que ma mère préparait le repas en chantonnant dans sa cuisine. On déroulait les tapis, roulés en juin en vue des chaleurs de l'été plus agréables sur le carrelage ou les tomates. Bientôt les rhumes. Quand mon père avait attrapé froid, ma mère lui mettait des ventouses. Il fallait aller vite pour imbiber d'alcool le tampon de coton, l'enflammer et l'enfoncer dans la petite ampoule de verre qu'on appliquait aussitôt et qui boursouflait la peau en y laissant un gros suçon rouge. Mon père avait alors un léger sursaut de surprise, et je me moquais de lui. À cette époque les hommes fumaient des bastos et les enfants buvaient de la grenadine ou du pchit. Pour toi cher ange pchit orange, pour moi garçon pchit citron. On ne connaissait pas le Coca-Cola. Ma mère était très visite aux pauvres et aux vieilles dames, un peu trop à mon goût d'enfant. Le jeudi elle m'emmenait à l'hospice. Quand les vieux ne peuvent plus quitter leur chambre on leur apporte la fête à domicile. Ma mère leur préparait des gâteaux, des dattes fourrées ou d'autres choses plus personnelles qu'ils avaient demandées. Aujourd'hui, ceux qui prennent le temps d'aller visiter les petits vieux sont rares. On leur allume la télévision, devant laquelle ils s'endorment. La petite vieille avait mis des bigoudis qu'on lui avait prêtés. Elle avait de courts cheveux rares et frisottés sur le haut du crâne, qui laissaient voir la peau rosée et fragile dessous. Je savais que vous alliez venir, c'est pour ça que j'ai voulu me faire belle. Et si nous avions eu un empêchement ? On a tous, un jour ou l'autre, refusé de rendre à quelqu'un l'amour qu'il nous donnait parfois à notre insu. Mon père était l'aîné des 5 enfants d'une famille d'ascendance espagnole. Ses parents n'étaient pas riches mais les enfants, dont 4 filles, étaient impeccablement tenus. Sur une de ces photos de studio où l'on a l'air un peu malade et figé, ils sont en ribambelle, du plus grand à la plus petite, dans ces costumes marins qu'on appelait des jean bars, les pieds chaussés de légères sandales de toile que leur mère devait avoir beaucoup de mal à garder blanches car si à regarder ces photos l'on pouvait donner à ces anges le bon Dieu sans confession, ils n'avaient des anges que l'apparence. Et même avec confession, le bon Dieu. Ils n'étaient pas les derniers à courir après l'horrible bonhomme Galoufa qui attrapait les chiens errants pour les enfermer dans une cage, ou à faire Menja Galette, un jeu idiot consistant à tremper dans l'eau et attacher très fort les habits des baigneurs. Mon père avait une cicatrice au front. Un jour qu'il avait fait la Mancaoura, l'école buissonnière, pour aller jouer au ballon dans un ravin, son père qui conduisait des trains au chemin de fer algérien, l'aperçut et lui lança une pierre sans autre forme de procès, d'où la cicatrice. Il n'y allait pas de main morte le pépé.
Une autre fois, un dimanche, mon père, qui avait mis des souliers neufs, partit jouer à la rivière avec sa sarbacane. Il laissa un soulier, ce qui se solda par une fessée mémorable puisqu'il en a souvent parlé. Il jouait aussi, comme les gamins pauvres de son époque, à des jeux plus tranquilles comme la galine, un jeu de massacre où l'on envoyait des cailloux sur des boîtes de conserve, la canette, bout de bois en appui sur une pierre qui se lançait d'un camp à l'autre à l'aide d'une raquette ou de tout ce qui pouvait en faire office, la toupie qui devait ronfler le plus fort et le plus longtemps possible, le pitchak, bout de papier passé dans un sous-troué pour en faire un volant qu'il fallait lancer avec le pied, chincha la fava, du genre saute-mouton par équipe accroupie, la tête entre les jambes du partenaire devant soi, les billes ou les osselets avantageusement remplacés si nécessaire par des noyaux d'abricots. Tout autre drupe aurait fait l'affaire, pourquoi diable les abricots? On jouait beaucoup aux noyaux appelés pignols, ça ne coûtait rien. Ma mère racontait qu'avec sa sœur elle jouait au cerceau, à la marelle, en traçant les cases conduisant au paradis avec un bout de bois sur la terre de la cour. Avec leurs échasses elles effrayaient les poules. Elles fabriquaient des cerfs-volants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.